14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Nous allons parler de contraception. Et quand on évoque la contraception, on pense tout de suite à contraception féminine. Mais de plus en plus de femmes considèrent que ça devrait aussi être le problème des hommes. Alors évidemment, on pourrait être tout à fait d'accord, sauf que c'est plus simple de stopper une ovulation par mois que 1 million de spermatozoïdes par heure. Et quand je donne ce chiffre, je pense que je suis encore en dessous de la réalité. Mais on va quand même faire un point parce qu'on avance en ce qui concerne la contraception masculine et nous sommes en compagnie de Vincent Hupertan, qui est urologue et sexologue et qui va nous dire ce qui existe, à part bien sûr le fameux préservatif. Et nous allons notamment parler de la vasectomie qui bouge quand même un petit peu, pas tant que ça, hein, moins que dans les pays anglo-saxons, mais quand même. En tout cas, si vous avez des questions à poser, si vous avez besoin, envie de témoigner, vous nous appelez au 0826 300 300. Vincent Hupertan, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors merci, vous avez bien préparé l'émission d'aujourd'hui. Donc vous m'avez donné des chiffres. Oui, la vasectomie avance. 15 fois plus depuis 12 ans d'hommes qui se sont fait vasectomiser. C'est comme ça qu'on dit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a plus de vasectomie que de ligature des trompes, ce qui me paraît assez surprenant parce que ça montre quand même que les choses bougent. Alors, en même temps, c'est une opération plus bénigne. Tout à fait. Beaucoup plus encore quand vous le faites que quand le font certains autres, puisque vous m'avez dit que donc on l'a fait encore en anesthésie générale alors que c'est pas utile. Alors partout dans le monde, la vasectomie, pourquoi elle s'est imposée dans le monde, aux États-Unis, l'Amérique du Nord, au Royaume-Uni, l'Afrique est passée à la vasectomie, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, partout on fait des vasectomies parce qu'on fait de la vasectomie sans scalpel, non scalpel vasectomie. C'est une opération qui est rapide. Je l'ai fait entre 7 et 10 minutes, vous voyez, donc ceux qui m'ont appris sont même à 6 minutes la procédure, anesthésie locale et 0 hospitalisation. Donc c'est la forme la plus courante. C'est ça, on rentre et on ressort. Exactement, donc les patients restent plus de temps à l'accueil de la clinique qu'avec moi-même pour sa vasectomie. Et après... Et la plupart du temps, c'est réversible aussi. Ça, c'est aussi une grande nouveauté. Alors, ce qui a changé... On précise, ce qui n'est pas réversible, et on va détailler plus tard, c'est la vie, c'est le temps n'est pas réversible. Parce que techniquement, on sait comment faire. Et techniquement, les progrès de la microchirurgie ont fait qu'aujourd'hui, on est tout à fait capable à reconnecter les canaux. Mais c'est le temps qui est l'ennemi de la fertilité tout court. C'est que si on attend trop longtemps pour faire sa vasectomie reverso, si on est trop âgé... si on est trop âgé, ce sera pas réversible. C'est beaucoup moins. Donc les statistiques, les statistiques décroissent beaucoup avec le temps, avec l'âge et surtout l'élément clé. Et ça reste quand même l'âge de la partenaire de la femme. Donc c'est les éléments clés, c'est le temps de l'âge de la partenaire. Pourquoi ? Parce que si elle est plus fertile en fait. Parce que si elle a 30 ans, 25-30 ans, elle a une excellente fertilité avec une très bonne réserve ovarienne, 40-45, la probabilité d'avoir encore une bonne réserve ovarienne pour assurer l'efficacité de la... Oui, mais il suffit d'un spermatozoïde. Et d'un ovocyte. Oui, bien sûr, ça, on est bien d'accord, mais je veux dire, si la vasectomie est réversible, pourquoi il faudrait que la femme soit très jeune Parce que plus on le voit bien, de 20 à 25 ans... Déjà. Oui, non, mais la fertilité féminine, on connaît bien, mais je veux dire, à partir du moment où il y a quelques spermatozoïdes... Il en faut un. Oui, on est bien d'accord. Donc, si la vasectomie est réversible, pourquoi il faut attendre que pourquoi, si les femmes sont de, par exemple, 38-40 ans, ça peut pas marcher ? Parce que tout simplement, même naturellement, la fertilité... Oui, c'est ça. Non, mais alors là, c'est plus un problème de vasectomie, c'est un problème tout à fait. D'accord. C'est ce qu'on explique aux gens, que c'est pas que n'est pas arrivé, c'est que la vie. Oui, okay. D'accord. Ça me paraît, oui, j'ai compris. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'échec est pratiquement nul, 0,04 ou 0,5-6%. C'est anecdotique. C'est pratiquement une contraception, je dirais, plus sûre encore que la pilule. Absolument. C'est de loin le taux d'échec, il est quand même bien inférieur à celui de la pilule. Il y a que l'abstinence qui fait mieux. Oui, non, mais ça... On est d'accord. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 17% d'hommes qui n'ont pas d'enfants et qui demandent une vasectomie. Alors, c'est pourquoi ? C'est parce qu'ils veulent pas d'enfants vraiment ou parce qu'ils ont peur qu'on leur en fasse un dans le dos ?
Alors, il y a deux catégories. Les jeunes gens, eux ne veulent pas d'enfants. Mais eux, ça fait 18 ans, donc lorsqu'ils arrivent au cabinet, ça fait déjà des années, ça fait depuis bien longtemps qu'ils ont réfléchi à ça. Donc, leur idée, le concept d'enfant ne fait pas partie, ne se mélange pas avec le concept de la vie qui s'imagine avec influenceurs, avec les jeux vidéo, avec la vie qu'ils ont tout court. Donc, et c'est pas eux, c'est les couples, parce que c'est des jeunes couples. C'est pas juste le garçon, c'est pas autant de célibataires. C'est des jeunes gens qui sont en couple et ni lui ni elle ne prévoient pas des enfants pour l'épanouissement du couple. Et dans ces cas-là, le jeune couple, donc, l'homme décide, ou ils décident ensemble que c'est mieux que ce soit l'homme qui fasse une vasectomie, donc. Ah, c'est parce que on a le choix entre la ligature des trompes, qui reste qu'elle est. Oui, enfin, voilà, la pilule. Ou la pilule, mais comme les deux sont dans cette logique de ne pas vouloir d'enfants, et que généralement, et puis on dit toujours, oui, fais la vasectomie, on verra plus tard, donc, elle est quand même réversible. Enfin, il y a tout un tas en tout cas. Oui, c'est une opération, c'est ça la grande nouveauté qu'on donne aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent. C'est une opération finalement très potentiellement très simple, et la réversion, elle est pas toujours réussite. On dit potentiellement, mais difficilement réversible. Il faut quand même mettre un petit bémol, n'est pas aussi réversible. On fait pas la vasectomie pour 10 ans. On fait la vasectomie parce que je ne veux plus d'enfants. Oui, c'est ça. Il faut quand même être prudent. C'est-à-dire qu'un jeune homme qui aujourd'hui ne veut pas d'enfants parce qu'il est célibataire, etc., on lui conseille pas de faire une vasectomie parce qu'il peut dans 5 ans tomber amoureux et regretter. C'est exactement. Tout à fait. D'accord. Donc il y a quand même cet inconvénient qu'il n'y a pas avec la pilule, puisque la pilule, on l'arrête. Exactement. On est tout à fait exact. Et puis, il y a quand même un sujet, moi, quand on parle de contraception masculine, je trouve ça bien aussi que les hommes aient la possibilité de ne pas avoir d'enfants malgré eux, si je puis dire. Mais je ne sais pas si, en tant que femme, à moins qu'on ait vraiment une relation en totale confiance, je ne sais pas si en tant que femme, je ferais confiance comme ça aux hommes. La vasectomie, parce que c'est quand même la femme qui se retrouve enceinte, quoi qu'on en dise. C'est elle qui paie l'addition. De toute manière, c'est elle qui paie l'addition. Donc, tout à fait. Donc, il y a même des couples où lui, il fait la vasectomie et elle a fait la ligature. C'est quand même rare, mais il y a des couples dans lesquels les deux. Et puis, faut pas oublier, comme l'IVG, comme il existe. Donc, s'il y a des accidents, on parle des taux d'échec exceptionnels. Mais s'il y a quand même un échec qui est là, il y a quand même cette option-là, même qui n'est pas la plus facile. Bien sûr. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que, en France, ça reste encore quand même assez rare par rapport aux pays anglo-saxons, notamment les États-Unis. Ce qu'il faut pour qu'il y ait la vasectomie, il faut au-delà de la demande, il faut ce qu'on appelle des providers, il faut des fournisseurs, il faut ceux qui proposent la vasectomie. Or, la vasectomie s'est développée parce qu'il y a la vasectomie sur scalpel qui est hors l'hôpital, qui se fait au cabinet. On va pas dans une clinique, on n'est pas hospitalisé, il n'y a pas d'anesthésie générale. J'étais au Québec, j'étais aux États-Unis, ça se fait au cabinet, les gens arrivent, ils repartent comme chez le dentiste. Donc, il n'y a pas, et donc, c'est pour ça que ça se développe. Donc, oui, d'accord, mais pourquoi il y en a si peu encore en France? Mais parce qu'il y a il y a la loi, il faut pas oublier que la vasectomie, elle est légale depuis 2001. C'est le décret du 4 juillet 2001 qui a rendu légal à la fois la ligature des trompes qui pèse le cadre légal de la vasectomie et de la ligature des trompes, c'est 4 juillet 2001, que jusqu'au quand même assez récent. Jusqu'en 1994, la vasectomie était considérée comme une mutilation. Donc moi-même et toute ma génération des collègues, nous avons été formés dans l'esprit, on ne touche pas aux mecs, on ne touche pas aux hommes parce que c'est une mutilation. Parce qu'il y avait le code civil, il y avait la jurisprudence, il y avait le code civil, il y avait tout un obstacle administratif, et donc si on ne sait pas faire, on n'a pas été appris personnellement. Il a fallu aller au Québec avec Michel Abrec et encore à Frisco aux États-Unis pour apprendre, pour voir les détails et les astuces comment faire une vasectomie sans scalpel dans des conditions d'excellence. Oui, bien sûr. Et puis, peut-être dernière question qui intéresse les hommes, sur le plan donc de la sexualité, qu'est-ce que ça change ? Première règle pour une vasectomie. Physiquement, parce que psychiquement, bien sûr, ça peut changer plein de choses. En termes, il perd 5% du volume de liquide séminal, c'est-à-dire ce qui vient de testicules. Les spermatozoïdes, il y a un petit peu de liquide au transport, ça représente à une hauteur de 5% du volume d'éjaculat. En priori, on s'en rend pas compte. Donc, si ça crée des pannes d'érection, c'est plus dû à des problèmes psychiques qui sont toujours possibles, évidemment. On a parlé ici souvent, il n'y a pas besoin de la vasectomie pour avoir des problèmes psychiques. Non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis bien d'accord. Bon, écoutez, c'est bien. On va commencer par Patrick, qui visiblement a fait ce parcours et il nous raconte dans un instant.
C'est Alexandre Delovan. Sud Radio. Merci d'être 1 million à nous suivre sur YouTube. Et oui, 1 million, c'est pas rien. Et surtout, merci de continuer à nous écouter sur Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Vincent Hupertan, urologue et sexologue, nous évoquons donc la vasectomie et la contraception masculine. Peut-être qu'il y a aussi des avancées, on en parlera tout au long de cette émission. Et on retrouve Patrick qui va témoigner. Merci beaucoup Patrick, en tout cas, de prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors racontez-nous. Bonjour Hubert, écoutez... Vincent. Hupertan, excusez-moi. Non, Hupertan, c'est son nom de famille, voilà. Donc on va l'appeler Vincent. Hein. C'est ça. Voilà, on va pas modifier. Écoutez, je suis, j'espère apporter mon aide à tous ces hommes qui n'osent pas passer le cap de la vasectomie. En ce qui me concerne, ça a été effectué en 2007. Oui, déjà, ça fait déjà pas mal de temps, oui. Ça fait déjà pas mal de temps. Alors pourquoi ? Parce que j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Il se trouvait que j'ai voulu avoir un garçon en premier, j'ai eu mon garçon. Puis j'ai rencontré une personne qui était déjà maman. Donc à partir de là, on prend tout le paquet. On prend la maman et la fille. Que j'ai reconnu par la suite, et même en se mettant d'accord que moi, personnellement, je ne voulais plus avoir d'enfants. Je considérais qu'on avait chacun un enfant comme pour le couple, donc c'était très bien. Et elle m'a caché quelque chose, c'est qu'elle aussi, elle n'en voulait plus, elle était entièrement d'accord avec moi, sauf que je me suis fait un petit peu piéger. Un jour, elle m'a bien expliqué qu'elle prenait donc les protections donc féminines, donc la pilule. Oui. Ne voulant pas porter que je porte de préservatif parce que ça lui causait des problèmes d'irritation par la suite. Ok, j'ai joué le jeu jusqu'au jour j'ai appris qu'elle était enceinte, mais 3 mois après, quoi. D'accord. Voilà. Mais c'était son désir à elle d'avoir encore un enfant ? C'était un désir, on va dire, caché. D'accord, voilà. Inconscient. Et elle prenait quand même pourtant la pilule ? Ouais. Eh bien non, elle prenait pas la pilule. Ah bah oui, d'accord. Elle avait la pilule. Donc c'était un désir pas du tout caché. Excusez-moi, Patrick, parce qu'une femme qui ne prend absolument pas la pilule et qui vous dit de ne pas mettre de préservatif, c'est quand même assez clair. Elle avait pourtant, elle avait des boîtes. Moi j'ai vu, donc des pilules. Après, j'allais pas regarder tous les jours si elle faisait le nécessaire. Moi, j'avais fait confiance de ce côté-là. Sauf que les pilules devaient finir dans les vies ou dans les WC. Ouais, bon. On va laisser le doute. On va laisser le doute, absolument. Et donc, du coup, vous, ça vous a décidé, vous vous êtes dit, ça suffit, là, maintenant, j'en ai deux et demi, on va dire, puisqu'il y en a un qui n'était pas vraiment à vous. Vous avez dit, ça suffit, et vous vous êtes renseigné pour la vasectomie, c'est ça ? Donc voilà, j'ai été voir mon urologue, et lui expliquant donc mon désir de ne plus vouloir, donc il m'a dit, effectivement, il n'y a que la vasectomie pour l'homme. Et à cette époque-là, donc il m'a donné toutes les explications, avec en me disant qu'une fois que c'est effectué, c'est le chemin non-retour. Moi, je voulais justement le chemin non-retour, donc je lui ai bien demandé d'enlever un bon volume de conduit pour éviter qu'il y ait des reconnexions qui se fassent, parce qu'il m'avait expliqué que c'est possible qu'il y ait des reconnexions. C'est vrai ? Tout à fait, ouais. Absolument, tout à fait. C'est exact. Donc, il m'a bien enlevé les quelques millimètres pour bien séparer l'entrée et la sortie. Et ensuite, avec les explications, donc pas de rapport de suite non protégé. Donc, il m'avait conseillé 3 mois. Je ne pensais pas que les spermatozoïdes pouvaient vivre aussi autant de temps. C'est exact, c'est 3 mois. Mais c'est pour ça que jusqu'à présent, à part la vasectomie, on ne trouve pas de moyens de contraception qui tiennent chez l'homme parce qu'en effet, les spermatozoïdes sont fabriqués sans cesse. C'est la puissance de la vie. C'est ça qui est extraordinaire. Même quand on coupe tout, la vie retrouve le chemin pour continuer alors qu'on avait tout fait pour justement. Ouais. Mais regardez la nature actuellement avec les quelques jours de beau temps
comment tout sort, tout pousse, tout. C'est exactement ce les que bonnes la herbes comme les mauvaises. Hein. La réflexion que je me suis faite, exactement tout à fait. À quel point que l'échec, c'est quelque chose de très très beau, de voir la puissance de la vie, de trouver le chemin, même si on a tout fait pour qu'il soit pas là. Effectivement, tout est bien fait pour ça. Tout à fait. Donc à partir de là, donc les explications, donc avantages effectivement, hein, si on respecte bien ces temps de pause, hein, donc en faisant attention à avoir des éjaculations mécaniquement, on va dire, hein, pour les célibataires. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Hein. Il y a pas de bonne technique pour éjaculer. Tous les moyens sont bons. Voilà. Il faut y aller, et puis jusqu'à ce que ce soit vidé complètement. Exact. Et donc, donc il est nécessaire d'avoir beaucoup d'éjaculations. On conseille 30 éjaculations et 3 mois, les deux. D'accord. C'est ça. Oui, d'accord. Alors, donc ça fait 10 par mois quand même. Hein, Oh, c'est pas grand-chose, 2 fois par semaine. Non, ça va. C'est raisonnable, 2 fois par semaine. Ça va. Oui. Voilà. Alors pour la personne qui est habituée à ça, effectivement, ça ne pose aucun problème. Moi, la masturbation personnellement, c'était pas trop mon truc. J'avais des partenaires avec qui partager ça, et ma compagne, par contre, par la suite n'était plus du tout portée sur ce regard-là. Ah oui, ben voilà. Et voilà, donc voilà, on apprend. En 2007, j'ai appris à faire ça. Alors ça m'a posé des problèmes parce que c'est vraiment l'expression se vider les couilles, quoi. Ah, c'est ça, il faut se vider les couilles. Pas tout à fait. Il y a juste une dimension anatomique que je voulais souligner, c'est que le testicule, c'est l'usine à flux tendu. On est à 1000 unités par seconde, 1000 unités. Il faut se vider le conduit. Exactement. Mais le lot de stockage, il se situe quelque part près de la prostate. Donc il n'y a plus d'alimentation. Mais on a les stocks, le jour de la vasectomie, les stocks sont pleins, les vésicules séminales sont pleines à craquer. Donc il faut tout faire pour tout liquider les stocks. Donc il y a 30 éjaculations et 3 mois pour être sûr que ça n'a pas pu se reconnecter, parce que ça arrive quand même de manière... ça peut être jusqu'à 20% selon les techniques, hein, 20% de reconnaissance spontanée, même si on a tout fait pour que ça évite de se reconnecter. Oui. Enfin là, Patrick, vous aviez été prudent, vous aviez enlevé ce qu'il faut. Exact. Ah oui, hein, j'ai fait le ménage complet. Alors vous avez parlé de prostate. Effectivement, j'ai eu donc une vérification de ma prostate avant opération, donc qui m'a expliqué que bien souvent, à cause justement de ce cumul de spermatozoïdes à ce niveau-là, ça pouvait aussi effectivement déclencher la prostate. Alors ça pour l'instant, les études, là, je ne sais pas ce qui était en 2007, mais aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de lien entre la vasectomie et une maladie quelconque de la prostate. C'est juste, on empêche que les spermatozoïdes qui continuent de fabriquer, l'homme il est toujours fertile, mais il est contracepté parce que les spermatozoïdes n'arrivent plus dans le lait de stockage. Donc du coup, ça n'impacte pas l'évolution naturelle de la prostate. Oui, parce que de toute façon, la prostate, elle continue à fabriquer le liquide, absolument, tout ce qui permet l'éjaculation. C'est exact. Ça continue à fonctionner de la même manière. Donc elle n'est pas tellement atteinte par ça. Exactement. Il y a plus les bébêtes. Voilà, qui viennent des testicules et qui viennent pas de la prostate. Et c'est exact. Sauf qu'il y a, j'ai bien compris, le frigo, il est du côté de la prostate. C'est ça, c'est le stockage. On va dire les stocks parce que c'est chaud, c'est pas frigo, c'est les stocks. Oui, les stocks, oui, c'est chaud. Ah oui, pourtant je croyais que mettre un slip chaud, c'était chauffant, ça tuait les spermatozoïdes. Ça tue l'usine, c'est que les testicules se mettent au ralenti, c'est ça. Donc le slip chaud n'a aucun intérêt, c'est absolument pas un bon moyen de contraception alors. Puisque ça tue pas la réserve. Ça tue pas la réserve. Alors, ça ralentit. Si le testicule est surchauffé, la surchauffe testiculaire. Oui, mais il faut le garder jour et nuit. Alors 15 heures par jour, et que il suffit de l'oublier une fois, partir en week-end avec son amoureuse et oublier son système, parce qu'il y a d'autres systèmes qui sont à l'étude, et très souvent il faut recommencer à zéro parce qu'il suffit de... Donc c'est bien ce que je dis, c'est pas un bon moyen de contraception. C'est pas très fiable. Moi, en tout cas, j'ai suivi les conseils de mon urologue, j'ai tenu bon. C'est bien. Voilà. Et alors, dernière question, Patrick, est-ce que sur le plan de la sexualité, ça vous a un petit peu perturbé ou pas du tout ? Alors oui, justement, après la reprise, donc après cette période de jeûne, on va dire. De 3 mois, d'abstinence, voilà, de jeûne.
Oui, il y a eu le petit côté psychologique en me disant est-ce que ça a bien pris, est-ce qu'il reste pas, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré une dizaine, on va dire une quinzaine de jours, et parce que la peur, voilà, de se retrouver avec une personne enceinte, donc ma compagne, puisque moi j'étais marié, et que je ne voulais plus d'avoir d'enfants, on était d'accord. Alors pour cet accord-là, il ne faut pas oublier que quand vous êtes marié, à l'époque, le Pacs n'existait pas, mais il fallait l'accord de la partenaire. Oui. Voilà, il fallait l'accord signé pour que l'opération puisse se faire. Donc ça a été le cas pour moi. Et il y a eu cette petite crainte, oups là, on ne sait jamais. Et alors de temps en temps, effectivement, quand il y avait trop d'émotions, je sortais de peur d'éjaculer, de me retrouver avec ce problème. Donc vous, c'est parti très vite. C'est la crainte d'une grossesse, encore une énième qui n'était pas au programme. C'est pas tellement par rapport à votre éjaculation érection. C'était la peur, voilà, c'était la peur d'une énième grossesse. Exact. Mais en ce qui concernait ma performance, pas du tout, ça ne m'a pas du tout gêné, au contraire. Psychologiquement, j'étais beaucoup plus libre dans ma tête, et puis le plaisir, je dirais, il avait augmenté. Oui, ça vous a libéré, ça a libéré quelque chose, évidemment. Donc, on l'entend bien. Écoutez, merci beaucoup, Patrick, de ce témoignage. Si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas, vous venez nous rejoindre sur Sud Radio. Avec Vincent Hupertan, aujourd'hui, nous parlons de la contraception masculine. Vous souhaitez participer à l'émission? Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Eh bien, je propose d'être égoïste, Vincent Hupertan. Ça peut paraître curieux comme ça, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, bien des difficultés de couple proviennent d'un manque d'égoïsme. Parce que, je m'explique, au départ, on a tendance un peu à se sacrifier pour son partenaire. Alors, quand je dis se sacrifier, le terme est fort, parce que comme on est amoureux, on n'a pas du tout l'impression de se sacrifier, mais quand même, on s'adapte trop à l'autre et on oublie un petit peu de se respecter, de respecter ses propres besoins, notamment ses besoins d'espace personnel, ces plages d'intimité où on a besoin vraiment d'être soi avec soi, et peut-être qu'on l'a habitué, notre partenaire, à ce qu'on fasse tout pour lui. Donc vivre ensemble, ça signifie pas se fondre l'un dans l'autre. C'est la bonne distance qui fait les couples qui durent. Donc si chacun au départ a su conserver sa propre identité, il n'y aura pas de sentiment d'étouffer ou de se sacrifier à un moment ou à un autre. De même, je rappelle que le conjoint n'est ni son psy, ni le souffre-douleur, ni un domestique. Donc il est important de vivre côte à côte, l'un de l'autre, et non pas l'un sur l'autre, par exemple. Et puis si vous remarquez que votre partenaire est un peu trop dépendant, vous l'aidez à s'épanouir. Ce sera une très belle preuve d'amour, mais ne le gardez pas sous votre aile, si je puis dire. Faire grandir l'autre, en quelque sorte, c'est peut-être ce que n'ont pas su faire ses parents, mais c'est peut-être temps de lui dire qu'il a besoin de voler de ses propres ailes, de grandir. Je suis entièrement d'accord, tout ça, c'est juste. Et à titre d'exemple, j'ai une situation particulière, on a parlé à ce micro, c'est l'anorgasmie des hommes qui sont dans l'incapacité d'avoir un orgasme. C'est l'incapacité avec la partenaire, parce qu'ils sont tellement focalisés sur son plaisir à elle, que eux ne savent pas du tout se lâcher. En solo, en 2 minutes, ils y arrivent sans aucune difficulté, mais en présence de leur partenaire, ils font, c'est des bons amants, parce que du coup, ils font tout pour rendre le plaisir extraordinaire. Mais par contre, eux, c'est des malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à se lâcher. C'est l'altruisme qui est un des explications des causes. C'est vrai dans certains cas, et de toute façon, les femmes détestent quand l'homme n'arrive pas à éjaculer. Oui. Mais ça peut aussi être une prise de pouvoir, et ça peut être aussi une peur d'enfanter sa partenaire dans l'éjaculation. Mais quand c'est systématique, quand c'est depuis toujours, ça peut être conjoncturel. Oui, les hommes. Bien sûr. C'est comment. Non, mais je donne aussi les deux autres. Exactement. Mais tu as tout à fait raison. Il y a ces dimensions de altruisme qui est parfois excessible dans la dimension érotique elle n'est pas bonne. Elle nuit justement à l'épanouissement sexuel du couple. Donc il faut se respecter. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Christophe.
Alors moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre témoignage juste avant, parce qu'il y a alors, 54 ans et mon épouse a 50 ans. Et la question s'est posée de la vasectomie il y a une quinzaine d'années. Oui. C'est-à-dire qu'elle avait arrêté la pilule assez rapidement, le stérilet, et puis il arrivait à un moment donné où le stérilet, c'était un objet à l'intérieur du corps, et on voulait pas ça du tout. Sauf que quand j'ai commencé à me renseigner sur la vasectomie en France, parce que je suis, opération chirurgicale, anesthésie générale et définitive. Plus de possibilité de retour en arrière, en sachant qu'on avait 2 enfants déjà et qu'on n'en voulait pas d'autres. Et c'est ce qui m'a vraiment retardé et puis qui m'a empêché de faire le pas. Même si je trouve ça très intéressant pour une fois que ce soit à l'homme justement de prendre en charge la question contraceptive. Oui. Mais alors qu'est-ce qui vous a... C'est le fait que c'était pas réversible qui vous a fait reculer? À la fois ça et à la fois l'opération chirurgicale définitive, anesthésie générale. Il y avait tout un truc autour de ça qui m'a vraiment dérangé. Voilà. Le fait que ce soit pas réversible, même si je veux pas d'autres enfants, il y a quelque chose de toucher au corps et de couper quelque chose. C'était ça. Psychologiquement, il y avait quelque chose dans le fait de couper. Oui, mais ça, ce que vous dites, c'est pas à prendre à la légère. Hein. Pour beaucoup d'hommes, leur retirer la capacité à être fertile. Et d'ailleurs, pour les femmes aussi, la ménopause, c'est aussi l'infertilité qui sonne le glas. Et c'est pareil, on voit des femmes qui sont très, très, très perturbées par ça. Et donc, on peut comprendre que les hommes soient très perturbés à l'idée de ne plus être fertiles, même s'ils n'ont plus envie d'avoir d'enfants. Mais c'était une des raisons pour lesquelles je l'ai pas faite. Voilà, quand j'entends aujourd'hui que c'est un petit passage en cabinet et que ça se passe très bien, je trouve ça assez intéressant parce que c'était vraiment il y a 15 ans de ça, pas le cas du tout. Mais on a bien avancé sur tout ce qui est microchirurgie. Tout à fait. D'autre côté, il y a la technique qui a quand même bouleversé parce qu'on a les techniques, on voit l'expérience nord-américaine où j'ai vu comment ça se passe, où c'est extrêmement rapide, que très souvent en post-opératoire, c'est plus des petits poids surgelés, c'est plus le froid, la thérapie antidouleur, etc. L'élément le plus compliqué en post-opératoire, c'est l'abstinence d'une semaine pour aider la cicatrisation, et qu'au niveau de réversibilité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit de manière expresse, il faut qu'on arrête de la présenter comme une stérilisation. Ce n'est pas une stérilisation, c'est une contraception qui est censée être permanente. Certes, on ne peut pas toujours garantir le retour en arrière, mais techniquement, on sait très bien le faire. Donc, Oui, enfin, ça ressemble un peu quand même à une stérilisation. Excusez-moi, Vincent Hubertin. Le mot, il est fort, et c'est un mot qui a été utilisé dans les années 30, dans plein de pays où il y avait une politique de stérilisation. Donc, c'est pour ça que le terme, il n'est pas... Un individu qui n'est pas très heureux. Oui, non, mais voilà. je suis d'accord, voilà. Mais c'est quand même quand c'est pas réversible, c'est quand même une stérilisation. Qu'on dit que on est à 90% de réversibilité, ça dépend. Est-ce que, oui, 10% c'est irréversible, évidemment, mais c'est plus une question de chiffres, à quel seuil on définit le définitif ou réversible. Mais aujourd'hui, quand vous entendez ça, vous le feriez, Christophe, ou pas ? La réversibilité, oui, parce qu'en fait, l'idée c'est que on est un couple et ça va durer toute la vie jusqu'à la mort, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est joli votre lapsus. Vous m'avez dit jusqu'à l'amour au lieu de me dire jusqu'à la mort. Oui, pardon. Oui, non, mais c'est joli, c'est un beau lapsus. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer demain, et ce qui s'est passé et réellement ce qui m'a arrêté et ce qui aujourd'hui encore me gêne, c'est l'idée de réversibilité, c'est-à-dire que si mon épouse meurt et que je rencontre une autre femme, je vous dis, il y a 15 ans de ça, on avait une trentaine d'années, on avait les enfants qui étaient là et on n'en voulait plus, mais moi, est-ce que si je rencontre une autre femme, est-ce qu'elle voudra un autre enfant ou est-ce qu'elle voudra un enfant de moi? Et donc cette idée-là de tout couper et de plus pouvoir être procréer, c'était ça qui m'a dérangé le plus et qui nous a empêchés. Alors si vous dites que ça peut être réversible, parce qu'en fait c'est quoi? C'est un pincement des canaux?
Non, c'est pas un pincement. Oh, non, le canal, il est bien coupé. Donc, il faut le sectionner. Ensuite, il y a des techniques pour assurer que ça va pas se réparer de manière automatique, parce que si on fait pas ce qu'il faut, donc 20% va se recanaliser tout seul. Donc, c'est ça qu'il faut. Donc il faut bien couper. La force de la vie. C'est exact. Donc, il faut couper, coaguler, tout un tas de techniques. Si on veut faire comme pour Patrick, pour être sûr que ça va pas se reconnecter, il faut retirer 4 cm. C'est beaucoup, 4 cm, parce que sinon, il y a toujours un risque de recanalisation. Donc, voilà. Et si on coupe 4 cm, c'est irréversible. On est dans le définitif, mais sauf que ça devient déjà une opération beaucoup plus lourde, parce qu'il y a plus de risques hémorragiques. On va transformer le geste banal de 7 minutes dans une vraie chirurgie violente, donc c'est pour ça que... Mais c'est ce qu'on entend quand vous dites qu'il faut faire attention que ça se recolle pas tout seul. C'est là où on entend bien que c'est facile, que ça peut être réversible, puisque ça se refait toute seule. Donc on voit bien que... D'ailleurs, et parmi les questions, quand il y a des gens qui viennent me voir en consultation, la question majeure, c'est le temps. Combien de temps de votre vie pouvez-vous accorder à vos enfants? Parce que l'enfant, c'est pas juste les faire. Effectivement, on peut avoir 2, 3, 15. Combien d'enfants on a? Parce qu'il faut quand même s'occuper, aller avec eux au parc, jouer au foot, faire du vélo. Combien d'enfants dans une vie, Bien sûr, on peut enchaîner les mariages et c'est pas une question de jugement. Chacun a son temps. Mais lorsque on a choisi, je me dis, je peux m'occuper raisonnablement, financièrement, temps de 2, 3, 4, 5, 10 enfants, mais après je m'arrête, c'est que, voilà, si on n'est pas sûr là-dessus, il faut pas faire la vasectomie parce que la vasectomie n'est pas pour vous. Oui, je suis d'accord. Et j'ai une autre question, à part ça, pourquoi on ne travaillait pas sur, j'allais dire, une contraception chez l'homme? C'est-à-dire qu'on donne la pilule à la femme, et la nature est bien faite, parce que, je donne cet exemple-là, mon épouse, nous, on a 2 enfants, elle a arrêté la pilule, 1 mois après elle était enceinte. Donc la nature, elle marche très bien. Ça peut fonctionner dans 99% des cas. Mais pourquoi on ne travaillait pas sur une... Mais bien sûr qu'on travaille. Bien sûr qu'on travaille. Il y a des études... Il y a pas une pilule pour les hommes. Parce que premièrement, c'est pas du copier-coller. C'est pas parce qu'on a une molécule chez la femme qu'on va prendre la même chose chez l'homme. Déjà, parce qu'il y a différence. Voilà, que les hommes et les femmes, c'est pas la même chose. Exactement. C'est ça. C'est une découverte. Voilà, donc on est obligé d'expliquer à chaque fois parce que vous donnez une pilule microdosée, vous un taux stable et ça perturbe le cycle tous les mois. On arrête la pilule, le mois d'après, le partenaire est à nouveau fertile. L'homme, c'est 3 mois. L'homme, c'est 74 jours. C'est continu. C'est 1000 unités par seconde. 1000. Donc, il faut du temps pour que ça s'arrête. Il faut du temps. Vous voulez dire qu'il y a 1000 spermatozoïdes fabriqués par seconde? Exact. Donc, oui. Ça en fait. Par jour, mais ça fait. C'est en flux continu. Donc, il y a des traitements. Il existe un protocole EMS qui est même applicable en France, qui est hormonal, mais qui est relativement compliqué et lourd, donc limité à des jeunes gens. Mais aux États-Unis, j'ai rencontré le PDG de 2 sociétés, et notamment une qui travaille sur un essai en phase 3 avec un gel contraceptif qui va mélanger de la testostérone et de la progestérone. Donc, les gens, il suffit juste que tous les matins, ils se tartinent avec un gel en question, et ça va arrêter mais ce tartine tout le corps, non au niveau des épaules, en petite quantité. C'est comme la contraception, c'est comme le traitement hormonal. C'est exactement, voilà. Donc ça, ce serait une avancée extraordinaire. C'est en cours, donc on espère d'avoir très prochainement des résultats. Il y a une autre étude pour une contraception chimique qui est non hormonale, qui va jouer au niveau de la vitamine A, donc qui a été étudiée en cours. On est très avancé dans les phases précliniques chez l'homme. Donc et autour de ça, la situation économique est telle qu'il y a un enjeu économique énorme. Donc il y a beaucoup d'argent et c'est pas l'industrie classique. Ça motive les labos à chercher. C'est pas l'industrie classique, c'est l'investisseur. Parce qu'il y a des startups, il y a beaucoup de levées de fonds. Donc parce qu'il y a le marché de la contraception. Bien sûr, le jour où on
trouve, le jour où on trouve un contraceptif masculin qui fonctionne vraiment. Voilà. Et puis on a un équivalent de vasectomie réversible. Au lieu de couper, on injecte de gel. Il y a deux études en cours. On espère qu'aux États-Unis, les deux produits sont validés d'ici 2 ans, dans lequel, au lieu de couper le canal, on va injecter un bouchon de gel, un gel qui est déjà utilisé en médecine par ailleurs, qui va juste boucher le canal et après un certain temps, soit le gel va s'éliminer tout seul, au bout de 2-3 ans, va disparaître, ou bien on va injecter du bicarbonate à la place et ça va le dissoudre. Donc voilà, il y a des essais en cours, sauf que c'est long, ça prend du temps, c'est la recherche, c'est pas aussi facile que ça, parce qu'il y a tous les obstacles qui sont liés. Oui, et puis il faut faire tous les examens, on va pas mettre ça sur le marché comme on a fait pour le vaccin de je ne sais quoi. Parce qu'il y a d'autres produits qui sont avérés à être cancérigènes. En Chine, on a utilisé un produit qui s'avère être cancérigène, donc il faut faire attention, donc on peut pas faire n'importe quoi, donc il faut prendre des précautions, etc. Mais en tout cas, c'est plutôt, Christophe, une bonne nouvelle, visiblement. Enfin, vous, ça vous concernera peut-être pas, mais pour certains hommes qui nous écoutent, c'est une bonne nouvelle. On peut espérer d'ici 5 ans, on va dire. Très probablement d'ici 5 ans, on aura des alternatives à la vasectomie. Eh bien, ça, c'est une très très bonne nouvelle. On va faire une petite pause pour la digérer, cette bonne nouvelle, et on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Vincent Hupertan à avancer sur les questions de contraception masculine. Si les femmes ont envie évidemment de poser des questions, elles sont également les bienvenues. Il n'y a pas de souci, pas de ségrégation chez nous sur Sud Radio. Bruno, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Bruno. Donc vous êtes papa de 5 enfants déjà, et pourtant je crois que vous ne voulez absolument pas envisager de faire une vasectomie. Et c'est bien votre droit. Et c'est vrai que tout ce qui est définitif me pose problème en général, donc celui-ci en particulier. Et je dirais que dans le choix de la contraception, je suis un peu pareil pour mon épouse. Je serais assez contre qu'elle fasse une opération type ligadure des trompes définitives ou choses comme ça. Voilà, ça me m'attire pas du tout et je suis assez opposé à ça. Donc, par contre, je suis pas du tout opposé à l'idée d'avoir une contraception masculine et purement masculine. Je peux comprendre à l'instant mais ça fait longtemps qu'on en parle. Ceci dit, à chaque fois on dit ça va peut-être arriver un jour, mais à chaque fois ça recule. Donc je pense que j'ai mon lot à prendre là-dessus en tant qu'homme et de ma partenaire. Mais la vasectomie, je m'envisage pas ça un instant en fait comme moyen de contraception. Oui, mais c'est votre droit le plus strict. Vous avez eu les 5 enfants avec la même femme ? Non, j'en ai eu 2 d'un premier couple et puis là 3 autres avec ma compagne actuelle. Mais ce que vous n'aimez pas, c'est l'idée que vous puissiez ne plus être fertile en fait. Ouais, je pense qu'il y a ce côté-là, même si. Mais bien sûr, mais ça se comprend. Même si raisonnablement, je pense qu'on est d'accord avec mon épouse que bon, on en a eu 3, on n'en veut pas 4. Donc il faut bien avoir une contraception qui fonctionne. Mais c'est quoi cette contraception qui fonctionne chez vous ? Là, c'est ma femme a fait poser un stérilet. D'accord. Voilà. Donc plutôt là-dessus, mais c'est vrai que, et comme je dis, je serais aussi opposé. En tout cas, je serais pas pour une ligature de trompe définitive chez mon épouse. Enfin, dans les 2 cas, quelque chose de définitif me pose souci, alors que quelque chose. Mais est-ce que c'est définitif, quelque chose de définitif concernant donc juste la capacité à être fertile ou pas, ou est-ce que c'est définitif, c'est en règle générale? Parce que finalement. En règle générale, Brigitte, c'est une pathologie, Brigitte. C'est par exemple dans mon métier, quand j'envoie une proposition ou un document qui va faire foi et c'est le dernier envoi qu'on peut faire, je le vis mal. Donc, tout ce qui est définitif sur lequel je ne peux pas revenir me pose souci. En fait, la question de la contraception, il faut toujours regarder ce que je demande à tous les patients qui consultent. Quand j'accepte, quand je refuse, c'est une contraception de couple. Donc, quel est votre rôle dans la contraception du couple actuel? Vous faites quoi pour la contraception du couple actuellement? Là, actuellement, c'est sûr que le stérilet, c'est ça la question. Donc, tant que madame se portait bien la contraception, que ça lui pose, il n'a pas de souci, il n'a pas des règles douloureuses, il n'a pas
abondante, ça ne le gêne pas tous les 3 mois, il n'y a aucun problème parce que du coup, il y a une contraception qui est gérée. On sait que le taux, l'efficacité elle est pas mal, que ce soit en contraceptif, que ce soit en stérilet, hormonal ou pyromécanique, donc c'est au cuivre. Donc l'important est que le couple ait choisi sa contraception, c'est ça la question. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'elle a décidé d'arrêter la contraception par la pilule, par exemple. Oui, parce qu'il y a pas de parce qu'en fait la question c'est nous la vasectomie, je veux le dire, elle n'est pas une contraception parfaite, elle est loin d'être parfaite. Après ça reste quand même des meilleurs. Voilà, c'est une des meilleures de ce qui existe. Aucune contraception n'est parfaite, de toute façon, on est d'accord. Puisque c'est quelque part contraire à la nature. On est tout à fait d'accord. Et je crois qu'il faut toujours. Enfin, moi encore une fois, je suis évidemment pour la contraception. Vous imaginez bien, mais n'oublions pas, enfin, ne perdons pas notre bon sens. Aucune contraception ne peut être formidable puisque c'est contraire à la nature. Donc forcément, avec des inconvénients, même si la nature n'est pas parfaite non plus. On est d'accord. Mais ce qui est intéressant quand même, parce que ça m'amène une question. Vous dites c'est une question de couple, la contraception, et je suis bien d'accord avec vous, Vincent Hubertan. Mais est-ce que un homme célibataire peut avoir accès à la vasectomie ou pas ? La loi, ça dépend. La loi française, elle est claire. 18 ans, il faut être informé, il faut être d'accord. Il n'y a aucune question en matière de statut marital. D'accord, donc si on est majeur, on a le droit, en tant que célibataire homme, même à 18 ans, de faire une vasectomie. Après, c'est plus la question de chirurgien. Est-ce que le chirurgien va accepter, dans quelles conditions va accepter de faire... Oui, j'imagine que ça demande quand même une petite intervention d'un psy pour être sûr que... Alors, il faut parce qu'à 18 ans, on peut être sûr de ne pas vouloir d'enfant et le regretter plus tard. On sait que 18 ans, ça reste, on a défini l'âge de la majorité, mais c'est pas du tout l'âge de la maturité intellectuelle, on le voit bien. Donc voilà. Donc, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un âge de la maturité humaine. Absolument, on est tout à fait d'accord. Effectivement, quand c'est des jeunes gens qui, à 17 ans, m'écrivent, docteur, à telle date, je vais avoir 18 ans et un jour, est-ce que vous acceptez la vasectomie? Évidemment que la réponse est évidente et c'est dans la question même, c'est qu'on peut pas faire, c'est pas comme ça fonctionne. Voilà. Donc il faut prendre des précautions, mais je crois aussi qu'il faut être respectueux par rapport aux gens. Il faut, c'est que parfois en refus catégorique, quand il y a des gens qui ont réfléchi depuis des années, il faut discuter avec eux. Parfois, on peut donner suite, et parfois, quand la question est-ce que on fait la vasectomie parce que de toute manière la fécondation in vitro existe et on fera ça avec ma compagne dans 5 ans, évidemment la réponse est non, on peut pas faire la vasectomie dans ces côtés. Voilà. Donc, mais oui, un homme célibataire peut demander une vasectomie. Ce n'est pas certain que tous les urologues, que les chirurgiens acceptent de faire la vasectomie dans ce cadre-là. Bien sûr. Et c'est vrai que les 2 cas de personnes que j'ai connues qui ont eu recours à la vasectomie, c'était 2 hommes qui voulaient absolument pas avoir d'enfants en fait. Ils étaient adultes, ils avaient 18 ans, ils avaient plus de 30 ans les 2 en question, et ils étaient allemands et ils avaient décidé de ne pas avoir d'enfants et donc avaient recours à la vasectomie. Donc c'est le seul exemple que j'avais, c'était des exemples que je connais personnellement, des exemples de personnes d'hommes qui avaient souhaité ne jamais en fait avoir d'enfants. Oui, et la question qui se pose surtout aujourd'hui, où on voit de plus en plus de gens qui ne veulent pas d'enfants, la question elle se pose vraiment parce que c'est vrai que c'est plutôt quand on est un jeune homme qu'on peut se retrouver avec un enfant sans le désirer, puisqu'on sort plutôt avec des femmes de notre âge et qui sont donc très fertiles. Quand on a 50 ans, si on sort avec des femmes de son âge, on n'a plus tellement besoin de vasectomie. Enfin, souvent, justement, les pièges, c'est plutôt à 50-55, parce que généralement... Oui, avec une femme plus jeune, oui. Parce que c'est un grand classique, d'ailleurs, c'est un grand classique, et que c'est au moment où on prend un peu de liberté, les enfants ont grandi, on a enfin... Oui, mais là, la question est assez simple pour y répondre. Si on a plus de 50 ans et qu'on a déjà des enfants avec une première femme... et qu'on ne sait pas trop mais qu'on n'a plus envie de remettre le couvert, si je puis dire, avec l'enfant en bas âge, etc., etc. Là, je pense que c'est assez simple et je pense que vous acceptez volontiers de faire la vasectomie. Sans problème. On est d'accord. Ça me paraît assez, même si c'est pas Bruno n'est pas d'accord parce qu'il aime pas que les choses définitives. Mais... Oui, c'est ça. Sans oublier que on peut toujours aller au sécos, donc c'est-à-dire congeler les spermatozoïdes
spermatozoïdes, c'est pris en charge. On est quand même dans un pays où les progrès de la PMA, de l'aide médicale, la procréation sont énormes. Donc on peut congeler et on a le droit à son service jusqu'à sa 59e anniversaire. Donc si l'envie vous prend à 58 ans, vous avez tout à fait le droit d'aller aux écoles, récupérer vos paillettes et puis aller en parcours Enfin, on sait quand même, là j'en profite pour redonner l'info, les PMA, ça marche pas si bien que ça non plus. Hein. Il faut arrêter de raconter aussi des histoires à tout le monde. Hein. Je crois que c'est même pas 50% de réussite. C'est pour les mêmes raisons que la vasectomie reverso n'est pas qu'une question de technique chirurgicale, une question de chance de retrouver la voie de la vie. N'est-ce pas? Voilà, Bruno, vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais ceci dit, c'est un bon sujet que vous avez choisi aujourd'hui, et j'aime bien la position de dire que c'est la contraception, c'est une contraception de couple. Enfin, je pense que pendant très longtemps, on a simplement dit, c'est aux femmes de faire le nécessaire, point. Et éventuellement, les hommes ne s'en préoccupent pas trop. Je veux dire que c'est pas parce que je vais pas faire de vasectomie que je n'ai pas conscience que c'est une contraception de couple, et c'est un choix de vie en fait, et que tout ça. Oui, mais c'est là où on voit que la société a beaucoup avancé, parce que c'est vrai que c'est vraiment devenu une question de couple, et c'est très bien. Il y a quelques années, c'était compliqué de parler de ça. Merci beaucoup, Bruno. Alors moi, j'ai une super devinette là par rapport au sujet du jour, Vincent Hupertan. Comment on appelle le sperme d'un policier? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Que pensez-vous de la contraception masculine, la vasectomie et les recherches dans le domaine? On en parle aujourd'hui avec Vincent Hupertan. Venez apporter votre témoignage 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Vincent Hupertan, et merci Vincent de nous donner toutes ces précisions. Vous êtes urologue et sexologue, et on parle donc de la contraception masculine. Avant de m'expliquer ce que c'est que ce petit slip que vous veniez de me montrer là pendant la pause, parce qu'il faut en faire profiter tout le monde, comment on appelle le sperme d'un policier? Vous n'avez pas d'idée? Non, j'ai pas d'idée. Pourtant c'était facile à trouver, hein. Ça s'appelle du blanc de poulet. Ben oui. Alors, c'est quoi ce petit slip là que vous me montrez? Montrez-le à l'antenne pour ceux qui nous voient sur YouTube. Vous savez qu'on est 1 million d'abonnés sur YouTube quand même. Ah oui, donc ça vaut le coup de le montrer. Donc qu'est-ce qui est marqué? La contraception, c'est moi. En fait, l'idée est en post-opératoire, pour éviter la douleur en post-opératoire, c'est le testicule ascenseur. D'accord. Donc il faut que le testicule soit immobile. Oui, parce que s'il monte et qu'il descend, ça tire sur tout le monde la va cicatrice. porter ça pendant une semaine. Ça permet au testicule d'être immobile. C'est une espèce d'attelle, sauf que c'est pas une attelle, c'est pas en plate, c'est juste qui va compléter au boxer. Donc c'est très sexy votre truc. Ah oui, après chaque couple, il y a des couples qui l'adoptent pour le jeu. Parce que c'est une sorte de string. Ah si, c'est une sorte. Mais en fait, l'idée c'est juste, ça va renforcer. Après, si vous allez sur différents sites marchands, vous avez de toutes les couleurs, avec des paillettes, avec du rose, avec des zips, etc. Ça, c'est un modèle qui est soft, qui est simple, adapté chez le sportif, qui va maintenir le testicule, parce que le post-opératoire, c'est 1, repos, 2, le jockstrap, c'est le strap du périnée, et les petits poids surgelés, c'est le conseil que je donne, c'est ça qui évite à prendre de l'iprane, des antidouleurs. Des petits pois surgelés, c'est-à-dire on met des petits pois surgelés. Exact, parce que c'est des billes. Donc du coup, ça épouse parfaitement la forme. On a très bien regardé Netflix avec un sachet entre les cuisses, et ça marche très très bien. Donc c'est l'antidouleur par excellence qui empêche d'avoir parce que mal. les petits pois surgelés, ils vont se glisser partout. Si vous gardez le sachet, évidemment, vous gardez le sachet. Oui, vous les gardez pas plus de 15 minutes, parce que sinon, après, ça vient de la purée. Mais 15 minutes, et ça refroidit bien, donc ça empêche, parce que l'ennemi de la cicatrisation, c'est l'inflammation. Le canal veut se réparer. C'est fou, veut se réparer. La seule manière pour empêcher la réparation, donc justement, c'est par le froid, parce que ça limite l'inflammation, et donc ça empêche justement ces douleurs post-opératoires qui apparaissent parfois au bout d'une semaine. Donc repos, jockstrap et cryothérapie par petit. D'accord, mais donc si l'opération, on a compris, est très rapide, 6-7 minutes, montre en main, ok, il y a quand même quelques jours post-opératoires qui sont un peu délicats. Les patients le disent, il y a une espèce de fragilité, donc avec l'avènement du télétravail, c'est très simple, parce que la plupart des
des jeunes gens qu'on opère, ils vont rester en télétravail de chez eux, ils vont travailler de chez eux. Ils peuvent aller à la boulangerie, prendre le chien ou aller... Et est-ce qu'il y a encore ce tabou de dire je voudrais un arrêt de travail d'une semaine parce que je me fais faire une vasectomie? Est-ce que c'est pas rentré dans le langage courant non plus, j'imagine? L'arrêt de travail, il est justifié par le métier. Évidemment, quand on travaille, quand on est machiniste RATP, on est ouvrier sur un chantier ou artisan. Oui, mais est-ce que justement on assume assez bien? Non. Hein, les gens assument. Oui, les gens assument. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, ce n'est pas les femmes qui les posent. D'ailleurs, je conseille, lorsque c'est la femme qui est le moteur de la vasectomie, il faut faire très attention parce que dans ces cas-là, elle peut être très mal acceptée des points de vue. Ça peut provoquer des pannes d'érection après, donc attention, mesdames. Voilà, il faut que... Et ça vient de l'homme. Parce que les gens, d'ailleurs, le moyen d'âge, c'est 38 ans. La moyenne d'âge des gens qui demandent des vasectomies, et c'est pareil aux États-Unis, au Canada, on a exactement les mêmes statistiques, c'est 38 ans, l'âge dans lequel, de l'épanouissement du couple, dans lequel on a les enfants, on sait qu'on veut pas de 3e, 4e, 5e, et c'est à ce moment-là qu'ils font le pas, et ils s'assument, ils viennent de leur propre choix pour faire la demande de vasectomie. Donc c'est pas du tout une imposition, c'est au contraire, c'est accepté, c'est par... D'ailleurs, il y a des femmes qui, elles-mêmes, sont contre la vasectomie de leur conjoint. Parce que, écoute, chérie, si un jour tu me quittes par plus jeune, bon, le débat est assez intéressant sur qui fait le premier pas sur la vasectomie. Et bien justement, on a une femme qui témoigne. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Hélène. Je réponds parfaitement à la statistique, je crois, parce qu'on est rentré dans cette réflexion à 38-40 ans, tous les deux. Voilà. Donc on ne déroge pas aux règles. Voilà. Oui, la vasectomie, chez moi, c'est une très longue histoire, en fait, juste rapidement pour raconter. Je vous en prie, mais prenez votre temps, Hélène. Donc moi, j'ai entendu parler de cette technique-là il y a plus de 20 ans, dans la bouche d'un ami de mes parents qui venait raconter justement qu'il avait rencontré une nouvelle femme et qu'il l'aimait très fort. Il avait déjà un enfant d'un premier mariage. Et bon, quelques années après, ils ont fait un enfant avec cette femme. Et puis, il nous a expliqué que parce qu'il l'aimait très fort et parce qu'elle avait des problèmes de contraception, des trucs comme ça, il était OK pour faire ça. Et que c'était sa preuve d'amour à lui. Alors moi, jeune femme que j'étais à l'époque, franchement... Vous avez trouvé ça magnifique. Incroyable. Ah oui. Vraiment, j'avais dit, ah oui, un homme peut être comme ça, il peut faire ça, c'est magnifique. Parce que voilà, il y a 20 ans, on n'en parlait pas du tout. Et moi, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et après, du coup, moi, j'ai fait ma vie de jeune femme. On a eu beaucoup de mal à faire... donc, je suis avec mon mari depuis plus de 20 ans. Et on a eu beaucoup de mal à faire notre premier enfant. Donc, moi, la contraception, ça a été un peu compliqué. Puis quand ça s'est arrêté pour faire des enfants, ça a été doublement compliqué parce que, à l'inverse, il a fallu prendre beaucoup d'hormones et des choses comme ça pour aider à la fertilité. Donc après nos 2 enfants, parce que la deuxième bien sûr est arrivée hyper facilement, c'est bizarre comme la machine ne répare. Oui. Après notre deuxième enfant, du coup, il a fallu que je pense à une contraception et là, voilà, j'ai pas du tout voulu reprendre des pilules ou quoi que ce soit pour les hormones, c'était vraiment impossible à envisager. Donc j'ai essayé l'option stérilet cuivre que j'ai vraiment très très mal accepté. Ça n'a pas été concluant du tout. Mon corps ne l'a pas du tout supporté. Et du coup, on a passé quelques années avec pas de contraception du tout et en faisant très attention parce que bien sûr le gynéco nous avait dit faites gaffe quoi. Oui, oui. La machine est lancée, vous l'arrêtez plus. Donc voilà, on savait très bien qu'on prenait des risques. Et du coup, très rapidement est arrivée cette question-là. Et parce qu'il est important quand même de rappeler que lorsqu'il faut faire vraiment très attention sans contraception, si ce n'est le préservatif, je suppose quand même, le risque d'être enceinte est assez fort. Énorme. D'ailleurs, au Canada, on les appelle daddy. Les gars qui pratiquent ce type de contraception, c'est pas par hasard, on les appelle daddy parce qu'on connaît le taux d'échec du daddy, retrait. Ça veut dire père. Hein, exactement, c'est pour ça. On comprenne bien le jeu de mots, évidemment. Et donc c'est vous qui en avez parlé à votre mari ou c'est lui qui... Non, je pense qu'on en avait déjà parlé même avant d'avoir des enfants. Ça faisait partie un peu de la suite logique de notre vie et de ce plan de contraception, entre guillemets. C'est que pour lui, c'était OK, sur le principe. Et puis voilà, quand on a eu donc nos 2 enfants et qu'on était tous les deux d'accord pour dire qu'on n'en voulait plus, ça a été très naturel pour lui de dire oui, on va y réfléchir. Pas de souci, on l'a pas fait tout de suite après notre deuxième enfant, mais voilà, quelques années après, à l'approche des 40 ans, on s'est dit que ça peut être le bon moment.
Et juste ce que je voulais ajouter aussi, c'est pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est marrant, c'est que quand on en parle autour de nous, oui. Mon homme, c'est une star, quoi. Oui. Ah oui, ça lui a fait prendre un bonus auprès des copines. Enfin voilà, pour elles, celles qui n'ont pas la chance d'avoir un mari qui peut entendre ce genre de choses. C'est drôle ce que vous dites, Hélène. Et est-ce que vis-à-vis des hommes, quelles sont les réactions des hommes face à un homme qui a fait une vasectomie, Hélène ou Vincent, qu'est-ce que vous diriez? Alors, pardon, Vincent, je non, prends la parole. Allez-y en premier. Alors, ça dépend desquels, et c'est marrant parce qu'à partir du moment où on commence à dire qu'on l'a fait ou qu'on envisage de le faire ou quoi, on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup qui l'ont fait et qui n'en parlent pas forcément. Donc, ceux qui l'ont fait déjà, bien sûr, ils sont convaincus à 200%. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, a priori, ne le feront pas. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. C'est ça, tout à fait. Vous avez parfaitement résumé. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une anecdote autour de ça. C'est l'ami d'un homme qui a fait sa vasectomie, il était très content. Il est allé voir son épouse, il a dit, écoute, s'il te plaît, ne dis pas à ma femme qu'il a fait une vasectomie, que tu es heureuse avec lui, parce que je suis pas prêt pour la faire et j'ai pas envie de faire la vasectomie, parce que en fait ça crée beaucoup de situations comme ça un peu hilarantes voire de la jalousie, parce que dans le cercle des copines, vous allez me confirmer, Hélène, mais des copines, alors ton mec a fait ça, il y a quand même une espèce de jalousie de le mec, ah oui, il est un génie, c'est un héros, etc. C'est vraiment un regard très intéressant. La vasectomie, lorsqu'on prononce le mot vasectomie, c'est jamais anodin. Il y a toujours une réaction. On est pour ou contre, mais c'est jamais neutre. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux, tout à fait. Oui, c'est intéressant, comme quoi c'est héroïque encore aujourd'hui. Ça deviendra de plus en plus, je pense, banal au fil du temps. Au Québec, c'est plus du tout un héros, parce qu'il dit un héros avec 3 accouchements, voix basse, la césarienne, le tour des couches, et là, on dit jamais qu'une nana va être une héroïne. Le mec qui fait la vasectomie pendant 5 minutes, une semaine sans éjaculer, de la cryothérapie, c'est un héros, et une nana qui se paye tout ça, voilà. Donc je pense qu'il faut quand même remettre les choses dans une perspective un peu plus égalitaire, on va dire. Oui, mais on est quand même encore dans un pays latin, en France. Ça avance. Ça bouge, oui. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, mais ça reste. Il y a encore quelques réminiscences. Oui, allez-y, Eliane. C'était un peu pareil, je trouvais, au moment de notre parcours PMA, avant de rentrer dans ce parcours-là, tous les examens qu'on fait, etc., je trouvais que les examens pour les femmes étaient hyper intrusifs, très vite. On cherche énormément de choses chez la femme avant de se poser la question même de faire un spermogramme sur monsieur. Oui, mais je confirme. Ça m'avait beaucoup choqué à l'époque. C'est encore que après un parcours PMA en échec, on voit les gens après et non pas avant de rentrer un PMA. Et parfois, on a des diagnostics qu'on a. Mais il y a une époque, de toute façon, on répudiait une femme qui ne pouvait pas être enceinte, alors que c'était parfois l'homme qui. Exact, c'est ça. Et on a des exemples dans l'histoire. Eh oui. Mais on avance. Soyons positifs. Merci beaucoup, Hélène, de ce témoignage très positif. Et puis, dans un instant, on va continuer évidemment avec vous sur Sud Radio. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue d'évoquer la vasectomie et la contraception masculine avec Vincent Hupertan, et je crois quand même aussi qu'il faut bien comprendre que la vasectomie est une contraception fiable, on l'a dit tout à l'heure, à 0,04 à 0,08%. Oui, c'est ça, voilà. C'est mais c'est pas non plus du 100%. Donc, si il y a un accident, faut pas systématiquement imaginer que la femme a été infidèle. C'est exact. C'est le danger, parce que tout de suite, comment c'est possible? Oui. La vie, et c'est comme ça. On a suffisamment de recul, des publications scientifiques en Angleterre, où on a des bases de données gigantesques. On sait, oui, on peut avoir à distance jusqu'à 17 ans après, le cas d'un ami, 17 ans après sa vasectomie,
il a eu un enfant. C'est un accident. Aujourd'hui, il est très heureux parce que voilà. D'accord. Et là, on sait que c'est vraiment lui le père parce qu'il y a eu un test de paternité. Non, il n'y a pas eu de test, mais quand je connais les deux gars, je vois très bien, tout le monde voit qui est le papa, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'un test de paternité pour voir qui est le papa, quoi. Donc c'est pas compliqué. Nathalie, vous avez vous aussi eu recours à la vasectomie dans votre couple? Bonjour Nathalie. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Non, j'ai pas eu recours à la vasectomie. Ah bah, excusez-moi. Je pense. Excusez-moi. Non, je vous en prie, je suis, je sais pas, j'ai pas de. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis trompée de ligne sans doute. Mais vous avez envie d'en parler en tout cas. Oui, voilà, c'est parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que les jeunes sont un petit peu plus avertis et du coup peut-être plus respectueux de la femme et peut-être plus éduqués aussi dans ce sens-là, qui sont peut-être prêts à faire une vasectomie. Mais de ma génération, des années 60-70, les garçons, les hommes ne voulaient pas entendre parler de vasectomie. La contraception, c'était la femme, point barre. Elle n'était pas peut-être au point comme aujourd'hui non plus. Hein. Oui, certainement. Mais vous avez raison. C'était la contraception était un sujet très féminin. Mais cela étant dit, il n'y avait pas non plus ce rejet de la pilule qu'il y a aujourd'hui. C'est ça aussi. Mais je crois que les femmes, moi j'avais 20 ans en 75, et franchement, moi j'ai accueilli la pilule comme un miracle. Je veux dire, c'était pour nous les femmes de cette génération-là. Pas qu'on oublie. Parce qu'il faut quand même de temps en temps revoir des films qui parlent de l'IVG avant 75. Ah, c'est ça. C'était quand même une vraie galère. C'est ça. Enfin, moi, j'ai pris très peu la pilule. On faisait très attention, bien évidemment. J'ai eu les enfants que je souhaitais au moment où je les souhaitais. J'ai eu de la chance. Mais c'est vrai que j'étais pas une fanatique de pilule. J'ai dû prendre la pilule en tout et pour tout 5 ans dans ma vie, quoi. Et j'étais pas du tout, favorable à prendre une pilule. Et vous aviez 20 ans en quelle année? 86. Bah oui, donc c'est pas du tout la même époque. C'est beaucoup plus tard. Mais j'avais eu déjà des enfants avant. Oui, bien sûr. Non, mais c'est parce que ce qu'on oublie, et de temps en temps c'est bien de refaire un petit peu d'histoire et un peu de culture. Ce qu'on oublie quand même, c'est qu'avant la contraception féminine, il y avait quoi? Il y avait le retrait, et puis les préservatifs très peu en fait. Et donc les femmes qui se retrouvaient enceintes, comme l'IVG était interdite, c'était quand même le vrai parcours du combattant. Il y a combien de femmes qui sont mortes après des IVG mal faites parce que c'était les fameuses faiseuses d'anges. Donc bon, moi je veux bien qu'on critique la pilule. Je suis tout à fait évidemment ouverte à ce que on fasse plutôt une vasectomie que de continuer à prendre la pilule. J'ai pas de problème avec ça. Mais enfin, les pilules, elles ont quand même sauvé la sexualité et la vie de beaucoup de femmes dans le monde entier. Donc il faut peut-être. C'est quand même très important de le dire. Pas de contraception à l'instant T. C'est pour voir au long de la vie, de vie de femmes, d'hommes, et que la pilule, elle est comme elle reste. Ça reste loin facile d'accès et qu'avec on a beaucoup de recul. Il y a aujourd'hui aucune enquête qui prouve que ça provoque le cancer. Exact. Alors après qu'il y ait des inconvénients à prendre la pilule, évidemment, mais tout médicament de toute façon a des inconvénients. C'est exact. Voilà, moi je suis pas très pour prendre des médicaments déjà à la base, donc c'est vrai que la contraception ne m'intéressait pas. Et après, je pense que lorsque l'on a eu des enfants, il y a aussi la ligature des trompes. Ça peut être un moyen dans un couple quand il n'y a plus de désir d'enfant. Peut-être à partir d'un certain âge. On ne sait jamais. Avec des recompositions. Mais je crois qu'on ne le fait pas à des femmes jeunes, de toute façon. C'est très compliqué parce que on est femmes à tête jeune et que souvent après un certain âge, c'est une chirurgie qui est quand même moins fait, donc on a une fenêtre de tir, si vous voulez, qui est très limitée dans le parcours de vie d'une femme pour la ligature des trompes. Oui, après je sais pas s'il n'y a pas autre chose qui n'est pas irréversible au niveau des trompes. Il y avait un dispositif justement qui a été retiré parce qu'on bouchait les trompes, une technique très simple par hysteroscopie. Le dispositif est sûr, mais ça a engendré des douleurs abdominales, des algies pelviennes chroniques, des douleurs terribles. Donc ce type de dispositif a été retiré du marché. Donc il n'y a plus que chez la femme
il n'y a plus que la ligature des trompes, soit la ligature, soit l'ablation complète de la trompe. Enfin, il y a plusieurs techniques, plusieurs manières de faire la chirurgie, mais ça reste une chirurgie. D'accord. Oui, c'est une opération plus importante. C'est une vraie opération. On n'est pas dans les 5 minutes, 10 minutes au cabinet du médecin. On est dans le bloc opératoire, anesthésie générale et la cystoscopie. Donc tout ce que ça implique, compris en charge. Oui. Alors moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus concernée par ce sujet, étant donné que je suis ménopausée et je suis bien tranquille. J'avoue que de ce côté-là, à part les préservatifs, si j'ai de nouveaux compagnons, sinon, je suis ravie de ne plus faire partie de ces pauvres filles qui ont du mal à choisir. Et, oui, bien sûr. Voilà. Et le préservatif, c'est pour éviter évidemment les maladies, IST, voilà. bien sûr. Les IST, c'est très bien. Et c'est très bien. Bravo, Nathalie. Oui. On le dit pas assez. La vasectomie ne protège pas contre les IST, même si les gens y croient. Non. Le préservatif, il faut faire attention. Le préservatif est aujourd'hui la barrière contre les IST. Ben oui, c'est pas le spermatozoïde qui provoque les IST, hein. Il provoque juste le fait de la fécondation. C'est ça. Alors merci Nathalie de ce témoignage. Je précise que vous pouvez aller voir le podcast de Vincent Hupertan où vous verrez beaucoup d'histoires de vasectomie. Ça s'appelle 1001 vasectomies. Et puis il y a votre site aussi vasectomieparis.fr, Paris comme la ville. On fait une petite pause, on va continuer, je crois qu'on aura d'autres témoignages encore, bien sûr, et on va se retrouver avec le sexe au conseil. On va parler de l'anneau pénien, justement, tiens, puisqu'on parle des hommes aujourd'hui. Très bien. C'est François Trio. Sud Radio. Ça y est, Sud Radio a touché le million d'abonnés sur YouTube. Merci à vous de nous être fidèles et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors Vincent Hupertan, puisqu'on parle des hommes aujourd'hui, on y va, hein, on va parler d'un jouet pour hommes, l'anneau pénien. Il faut rappeler que l'anneau pénien, au départ, il a été inventé pour subvenir aux difficultés érectiles, hein, c'était bien avant le Viagra, bien avant tout ça. Donc on serrait la base de la verge une fois que l'érection était à peu près là. Je dis bien à peu près parce que de toute façon c'est... Petite saucisse, hein. Petite saucisse, 70% de rigidité, on va dire. Bon, ça marchait plus ou moins bien. C'est pas vive la pilule, vive le Viagra. Exactement, vive les traitements. On est d'accord. On est d'accord. Bon, donc aujourd'hui, c'est vraiment devenu un gadget. Hein, et il existe beaucoup d'anneaux vibrants, péniens différents. Bref, et alors c'est vraiment l'anneau vibrant qui est le plus maintenant vendu. Et il y a même un anneau vibrant avec compteur, hein, pour compter les allers-retours que fait l'homme, mais pourquoi pas, après tout, c'est des gadgets, c'est fait pour s'amuser, etc. Et puis ça peut avoir l'avantage de... Alors bon, ce qu'il faut quand même bien rappeler, c'est que normalement, l'anneau pénien doit envelopper les fameux testicules, hein, normalement. Ça peut se mettre aussi à la base, justement, donc ça englobe exactement donc les corps caverneux et les testicules. Hein. Bon, en principe, ça peut retarder aussi l'éjaculation pour certains hommes. Ça peut créer une pression qui retarde l'éjaculation, on est d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, ça provoque de la fantaisie. Quand même, pour bien l'utiliser, je conseille d'avoir recours avec du lubrifiant. Hein, c'est plus facile. C'est plutôt à l'homme de l'installer. Parce que je pense que la femme peut faire mal, notamment aux testicules. C'est fragile, ces petites bêtes. Hein. Ah oui, c'est ultra fragile. Et puis je pense que il faut rappeler aussi qu'on ne peut pas le garder trop longtemps, hein, maximum 20-25 minutes. Parce que ça étrangle, ça fait un effet garrot, ça étrangle. Voilà. Et puis si vous avez peur de mal l'installer ou de pas réussir à l'installer, il en existe avec des pressions. Hein, donc c'est facile, on met l'anneau, on ferme avec les pressions et on peut l'enlever aussi rapidement, facilement. Il faut faire attention parce que j'ai eu deux situations très cocasses que j'ai eu à acheter en urgence au bloc opératoire. Un jeune homme qui s'était engueulé avec sa compagne et donc il a utilisé une bague. Sauf que la bague, une fois que l'érection elle est là, ça gonfle.
impossible à retirer. Hein. J'ai dû faire appel au plombier de l'hôpital qui est venu en urgence avec sa trousse pour non, je ris, mais c'est pas drôle. Non, enfin, c'était pas une bague, parce que sinon, c'est qu'il avait vraiment un tout petit pénis. Hein. Il a forcé un peu, et après, c'est devenu tellement douloureux. Donc, Et puis, le pire, j'ai encore, ça a été acheté sur un marché aux puces, hein, au nord de Paris, vendu par un guérisseur. C'est un fémur de bœuf. Vous prenez le fémur du bœuf, on le coupe au milieu, et ça fait une espèce de cockring en os très très dur. D'accord, oui. Il y a toutes les tailles, donc on peut trouver la bonne taille, sauf que, pareil, il n'était pas amovible. On glisse le pénis dedans, sauf qu'une fois que le pénis a un petit peu grossi, il ne ressort plus. Il ne sort plus. Donc là c'est pareil, bloc opératoire, anesthésie générale. J'ai dû faire appel à tout le matériel disponible au bloc opératoire pour trouver la grosse pince pour couper et libérer le pénis qui commence à être bien violacé au moment où je l'ai tiré. Donc voilà, c'est déjà, il faut faire faire très attention à ce que l'on fait. Il faut suivre des conseils, Donc, n'utilisons pas n'importe quoi comme anneau pénien. C'est le message. Il faut faire attention sur la qualité, le type, l'endroit, où est-ce qu'on l'achète. On achète un anneau pénien sur le site Concorde Love, qui est notre partenaire de jouer, et on est sûr de trouver quelque chose qui soit bien et qui corresponde. Ou parfois même aller en boutique, parce qu'on peut avoir des conseils adaptés sur mesure qu'on n'a pas nécessairement lorsqu'on est seul devant ton écran. Donc, il ne faut pas hésiter de demander conseil pour, attention, ne pas faire n'importe quoi. En revanche, c'est vrai que pour certains hommes, ça peut leur donner confiance, ça peut aider à une meilleure sexualité aussi. Ah oui, c'est tout à fait. On est d'accord. Léa est avec nous. Bonjour Léa. Bonjour à tous. Bonjour Vincent. Bonjour Brigitte. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, on vous écoute. Eh bien, écoutez, alors je vais donner un petit peu mon point de vue, mon retour d'expérience pour discuter avec de nombreuses femmes. Je trouve personnellement que la vasectomie est quelque chose qui est peut-être peu répandu, en tout cas dans les discussions, mais voilà, de différentes femmes avec lesquelles j'ai pu discuter d'un certain âge, eh bien, on est plutôt favorable à cette pratique, en sachant qu'effectivement, eh bien, ça rend la responsabilité aux deux partenaires de type de contraception, de l'implication d'avoir ou de faire des enfants, et d'impliquer chacun respectivement sur leur vie. Donc avec je dirais un petit bémol, en sachant qu'il y a une réversibilité connue, mais pas toujours réelle. Donc c'est à prendre avec parcimonie, et puis surtout de faire ce choix avec confiance dans son partenaire, et je dirais que ça dépend aussi du profil de chacun, de l'individu, et du stade dans lequel on se trouve dans notre vie. Voilà. Ah, vous avez tout résumé. C'est une contraception, avant tout, pour ma part, ça se discute. Oui. C'est ça. Discute, ça dépend du moment, du couple, des profils de chacun, des attentes de chacun. Donc ça se discute pour choisir quel qu'on choisit à l'instant T. C'est ça. Et je dirais qu'on n'a pas forcément le même choix si c'est un partenaire dans lequel on va pas forcément investir. Enfin, vous voyez, donc il y a vraiment une discussion. Je pense que ce serait pas honnête, Léa, de demander à un homme de faire une vasectomie si on a l'impression qu'on va pas rester longtemps avec lui. Enfin, je trouve que ce serait quand même pas. Et pourtant, c'est déjà rencontré. Hein. C'est déjà. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre un bémol et une relation de confiance, avoir vraiment éprouvé un peu son couple, et connaître les valeurs de chacun, parce que tout comme la contraception féminine et autres, tout ça se discute, demande une implication, une responsabilité. Voilà, il y a des conséquences, alors peut-être moins fâcheuses sur l'organisme entre guillemets, mais quand même des conséquences. Si un partenaire désire avoir des enfants et se retrouve faire une vasectomie et qu'il change de partenaire, il se retrouve un peu coincé. Mais de ce que je sais, c'est que la vasectomie peut se faire de manière entre guillemets réversible, c'est qu'on n'est pas obligé de couper les deux canaux. Maintenant, tout n'est pas forcément fiable à 100%, il faut que ce soit bien fait, bien étudié, vérifier les risques de la prostate, sachant quand même, dans les chiffres que m'ont donné Vincent Hupertan en début d'émission, il y a quand même 17% d'hommes qui n'ont pas eu d'enfants et qui font une vasectomie, donc c'est pas anodin non plus. Hein. Non.
aujourd'hui. La question, c'est pourquoi ils le font. Est-ce que c'est par manque de confiance? Vous voyez, il y a tous les stades. Alors, j'ai pas le recul, mais effectivement, peut-être qu'il y a des hommes qui ont déjà décidé eux-mêmes, sans s'impliquer dans la vie à l'autre. Dans ces 17%, il y a des hommes qui sont en couple. Hein, il y a une majorité. Il y a quelques-uns, il y en a très peu qui sont célibataires convaincus. La plupart, il y a quelques célibataires avec des partenaires multiples, donc ce qu'on appelle une sexualité non exclusive. Hein. Et puis il y a très peu qui sont des célibataires. Et aussi on a, au niveau mondial, on considère qu'on a l'expérience l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le taux de regret, c'est d'environ 6%. Donc après une vasectomie, il y a environ 6% des hommes qui vont vouloir faire une inversion de la vasectomie. D'accord, qui regrettent donc. Par contre, c'est pas énorme. Hein. Par contre, par les 6%, il y a très peu des sans enfants. Donc c'est très souvent les 6%, c'est des gens qui ont des enfants d'une union précédente qui changent de contexte. On dit qu'ils changent pas d'avis, changent de femme, en tout cas changent de contexte, qui fait que ceux qui sont décidés de ne pas avoir d'enfants, généralement, ça perdure toute leur vie avec la même idée de ne pas avoir, parce que les enfants ne font pas partie de leur projet de vie. C'est ça. Alors effectivement, après, j'ai un âge avancé. Enfin, je suis plus toute jeune, mais en ayant discuté avec beaucoup d'hommes de mon époque, il y avait quand même, et même de ma génération précédente, beaucoup d'hommes qui étaient réticents à l'idée d'avoir leur premier enfant et qui souvent c'était amorcé par le fait de faire plaisir à leur compagne. Donc, je dirais que la vasectomie est quand même un sujet comme la contraception qui doit impliquer les deux personnes, qui doit être éclairée, consentie pour permettre aussi d'évoluer dans ses principes de vie, peut-être dans ses choix et de mûrir toutes ces applications. Mais en tout cas, j'y suis favorable parce qu'on a quand même, si c'est bien fait, on n'a pas de problématique sur la santé. Quand les femmes prennent des contraceptions pendant 20 ans et qu'elles ont cette charge, et quand on les écoute, cette charge, ce poids de se sentir responsable de tout, c'est lourd. Et je trouve que là, du coup, ça demande une responsabilité de chacun et une discussion commune, voilà, qui permet peut-être de couper la poire en deux. Cela étant dit, Léa, encore une fois, on refera d'ailleurs prochainement une émission sur les douleurs féminines parce que c'est quand même vraiment un sujet. Je crois que la femme a quand même beaucoup plus de complications dans son corps que l'homme, et c'est pas spécialement uniquement dû à la contraception. C'est important aussi de pas tout mettre sur le dos de la contraception. Hein. Non, c'est pour ça, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans la vie d'une femme, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a les hormones, enfin, il y a tout un tas de choses, et quand vous écoutez vraiment le discours ou l'état d'esprit des femmes dans leur vécu, il y a quand même plein de complications, et elles ont aussi envie d'être entendues dans l'allègement et dans le fait de mais ce que je veux, j'ai bien compris, Léa, et je vous dis pas que vous avez dit des bêtises, je dis juste que c'est toujours important de rappeler que la femme, elle subit des changements hormonaux tout au long de son cycle, et que forcément tout est compliqué. Il n'y a pas que la question de la contraception. C'était juste ce que je voulais dire. Parce que par exemple, l'endométriose n'a rien à voir avec la contraception, et les règles douloureuses sont parfois moins douloureuses grâce à la contraception. Enfin, c'est quand même, j'ai presque envie de dire, du cas par cas. Et même parfois, les gynécologues s'arrachent les cheveux tellement c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est compliqué de vivre. Enfin, la vie d'une femme n'est pas toujours simple. C'est pas un long fleuve tranquille, non. Alors que la vie d'un homme est finalement quand même assez simple. Assez stable. On est d'accord. Il faut le reconnaître. Voilà. D'ailleurs, le drame de la contraception, de la vasectomie, quelle qu'elle soit, c'est pas tellement la contraception en soi, c'est que est-ce que ces couples parlent? Parce que j'ai l'impression que parfois, c'est un tabou. Même dans le couple, on ne parle plus de sexe. On le fait parce qu'il faut le faire. On a quelques mots et puis après, une espèce de honte. Et c'est ça, l'écart avec le Québec que je connais. C'est qu'il n'y a pas de tabou parler de sexe. Il n'y a pas de problème de parler à la réunion de famille de la sexualité, parce que la sexualité, c'est dans la vie. Ce n'est pas dans l'alcôve, c'est pas dans la chambre à coucher des parents où personne ne sait. Ça se parle d'une génération à une autre. Les parents, les papas envoient les enfants faire la vasectomie ou la contraception. Donc la contraception, c'est pas une choix vasectomie pilule, c'est que ça se discute au cas par cas. Il faut que le couple soit open mind, ouvert sur la contraception et la sexualité en général.
Je rajouterais vraiment quelque chose parce que voilà, vraiment je discute avec différents types de personnes et d'âges différents, et ce que j'entends dernièrement sur des jeunes qui ont 15-20 ans, c'est qu'ils seraient vraiment en France en tout cas très enclins pour un groupe que je connais, demandeurs d'avoir des informations éclairées sur leur corps, parce qu'entre autres un dernier exemple que j'ai eu il y a pas longtemps, on me disait voilà, j'ai demandé une contraception, j'ai eu un implant, on m'a même pas demandé mon avis, mes questionnaires sur plein de choses. Donc ça a permis une pseudo-contraception, mais derrière, il y a eu plein de complications qui se sont gérées, et que ce soit à l'école ou autre, ce sont des femmes ou des hommes qui sont presque demandeurs de se dire mais comment on fonctionne. Voilà. Et dans un ensemble. Pour permettre d'avoir des communications éclairées et de faire des choix aussi. Et bien justement, aujourd'hui, on donne beaucoup d'informations sur la vasectomie grâce à Vincent Hupertan, Léa, donc voilà. Et on ne cesse dans cette émission, en tout cas, de donner le plus d'informations sérieuses, parce qu'on trouve aussi plein d'informations sur certains blogs et c'est pas toujours très très fiable. Voilà, non, c'est tout à fait. Donc cette émission, elle est extraordinaire parce qu'en fait, elle libère, et avec les invités qui vont détailler, etc. Donc c'est des informations éclairées, et que on participe activement à l'éducation thérapeutique de la nouvelle génération sur le corps, la sexualité, et il faut qu'on lève les tabous sur le corps. On va continuer dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur, ou ajouter un commentaire, ou même poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous, et merci Vincent de toutes ces informations que vous nous donnez sur la contraception masculine. On peut vous retrouver sur votre site vasectomieparis.fr, Paris comme la ville bien sûr. Et on va conclure avec, décidément c'est les femmes dans cette deuxième heure qui auront pris la parole, comme quoi les hommes n'ont plus beaucoup droit à la parole, donc tant pis. C'est normal. Allez, on va les faire une vasectomie à tous les hommes, et puis mais non, pas tous, parce qu'il faut quand même qu'on ait encore quand même besoin, et puis non, je plaisante. Il faut que l'humanité continue à perdurer quand même. Enfin ça, je sais pas s'il faut que l'humanité continue à perdurer. Si quand même, dans l'ensemble, l'être humain, ça met, avec tous ces problèmes aspects négatifs, il est quand même très beau, je trouve. C'est l'humanité. On va être positif. Voilà. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Sophie. Alors, donc moi, je n'ai pas eu l'occasion de vivre avec un homme qui a eu une vasectomie. Quand j'ai été dans mes jeunes années, j'ai longtemps vécu en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Je pense que les hommes, je le sais pour en avoir parlé avec plusieurs hommes à l'époque, vivaient ça comme une atteinte à leur virilité. C'était absolument hors de question pour la plupart des gens. Les choses ont beaucoup évolué. Je pense qu'il n'en est plus de nos jours, et c'est une bonne chose. Que ce soit, on parlait de l'Espagne, mais en France aussi. En revanche, oui, je ne sais plus évoquer la question de la confiance. Effectivement, il faut la personne qui s'engage à se faire faire une vasectomie, il faut qu'elle sache où elle en est dans son existence, quels vont être ses projets d'avenir, parce que c'est quand même, je crois que c'est irréversible, il me semble. Non, pas tout à fait. Et en tout cas, si on va voir un médecin pour vasectomie, dans son esprit, les choses sont claires. Je ne veux plus d'enfant de ma vie. Ouais. C'est pas temporaire. C'est pas une vasectomie, elle n'est pas temporaire. Pas aujourd'hui. Donc, c'est effectivement un engagement fort de la part d'un homme. Donc, je pense qu'il faut quand même que le couple soit assez solide pour pouvoir garantir un futur à cette personne sentimentalement dans sa vie de famille. Ceci dit, c'est vrai que Brigitte évoquait tout à l'heure les contraintes du corps des femmes qui sont, c'est pas une mince affaire. Moi, j'ai toujours bien vécu, mais je sais que ça peut être très douloureux, très handicapant pour beaucoup de femmes. Donc, c'est une très bonne chose que les hommes aient accès à la vasectomie et puis soient ouverts à cette idée-là. D'autant plus que moi, j'adhère tout à fait à l'image d'un homme très viril, mais en même temps, le mâle géniteur, c'est pas forcément ce vers quoi il faut tendre.
Donc, mais là où, enfin, c'est ce que vous avez dit et vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, les questions de famille ne sont plus, non plus du tout les mêmes valeurs qu'il y a 30, 40 ans. Aujourd'hui, on se met en couple, on se met pas en couple tout de suite pour fonder une famille, comme c'était le cas il y a 40 ans. Donc toutes ces questions-là se posent relativement naturellement, je pense. Et ce qui est bien, c'est qu'en effet, on ait un peu plus d'informations. Je crois que pour l'instant, on n'a pas tant d'informations sur la vasectomie j'allais dire, dans le quotidien, quoi, au fond. Ça émerge, on voit bien les chiffres. On est loin, on les voit d'un homme sur 3 au Canada, un homme sur 4 au Royaume-Uni, 500 000 par an aux États-Unis. On est loin de ces chiffres-là. Mais on a un exemple à voir aussi. Australie, Nouvelle-Zélande, les vasectomies, c'est la contraception numéro 1 des couples, mais aussi c'est des pays où les hommes vont faire le vaccin HPV. Donc, les hommes, ils sont très impliqués dans la santé de la femme. Vous voyez, donc ce n'est pas juste un acte pour soi, c'est au-delà de l'engagement, ce qu'on appelle avec mes amis de World Vasectomy Day, c'est une éjaculation responsable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où on va dans le fait d'avoir des enfants, et quel est l'engagement et le respect envers ma partenaire pour la protéger quelque part, parce que voilà, la vie elle est là et que la pilule ça fonctionne, mais les grossesses c'est pas ce qui est le plus simple. Mais c'est un sujet que généralement le couple aborde au moment où il a eu ses enfants et qu'il n'en veut plus, je suppose. Je crains que ça reste quand même de beaucoup de couples. Il y a une espèce de tabou de la sexualité. Oui, mais ma question c'était finalement c'est à ce moment-là que normalement le couple devrait aborder cette question. Moi, je pense qu'il faut, maintenant, la jeune génération, il faudrait, même avant, au moment où on se met en couple, qu'est-ce qu'on fait? On fera des projets, quelle est ta contraception, comment ça fonctionne? L'homme ne peut plus rester en dehors. Est-ce que vous croyez franchement, Sophie, vous pouvez réagir aussi si vous voulez, est-ce que vous croyez franchement que quand on se met en couple, aujourd'hui, alors qu'on se met en couple parce qu'on est amoureux, est-ce qu'on sait vraiment si on a envie d'avoir des enfants, combien on a envie d'enfants? Pour certains couples, c'est encore quelque chose de très clair, mais pour la plupart des couples, je crois que c'est pas quelque chose de très clair. Hein. C'est pas la question des gens. Oui. Ce n'est pas la majorité des couples, non, certainement pas. Non, mais il faut parler je parle de parler de contraception. Il faut que lorsqu'on couple, il est là ensemble, on partage la vie. La contraception ne peut pas rester que du domaine de la femme, quoi. Vous savez, je crois que même la question du préservatif, elle n'est pas abordée si souvent que ça et si systématiquement. Et pourtant, ça devrait au moins être le cas. Ça devrait être le cas. Parce qu'indépendamment, encore une fois, je rappelle que la contraception, à part avec le préservatif, elle ne protège pas des IST, donc ça devrait pourtant être un sujet abordé dès la rencontre. C'est ça le message clé, c'est que arrêtons ce tabou de la sexualité, que la nouvelle génération devrait rentrer dans la vie sexuellement active avec des connaissances et le respect de l'autre, connaître la contraception, les attentes. C'est pas la question combien d'enfants on va faire, ça il y a le temps, et c'est pas le plus urgent. Le plus urgent, c'est de savoir dans quelle direction le couple va. La vasectomie n'a pas sa place dans les premiers temps du couple, justement. Mais je pense pas, non. Non, bien sûr. Voilà. J'adhère tout à fait à ce que vous dites sur le fait qu'il faut aborder, par exemple, la question des préservatifs, une question clé. Alors la question se pose plus pour moi depuis plusieurs années maintenant parce que je suis en couple stable, mais c'est vrai que j'ai des horrifiants et des gens avec qui j'aurais pu avoir des relations, mais auxquelles je n'ai pas donné suite, parce que dès que j'abordais la question, c'était de quoi, mais tu fais pas confiance, tu crois que je suis sale, non, vous voyez. Mais oui, bien sûr, parce que c'est pas un problème de confiance, c'est juste un problème que on s'est pas marqué sur le milieu de la figure si on est porteur d'une IST. C'est ça. C'est tout. À part si on est sûr, enfin, on peut même, je dirais même, mais en effet, le préservatif est plutôt en perte de vitesse aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression qu'il y a d'autres traitements, que le VIH n'est plus un problème, que les IST, au contraire, il faut restons très très vigilants sur tout ça. Donc le préservatif, ce n'est pas que pour technique contraceptive. D'ailleurs, il y a un taux d'échec qui n'est pas non plus négligeable, mais au-delà de ça, il y a le respect de l'autre, il y a tout ce qui sont les maladies sexuellement transmissibles, et ça reste quand même un enjeu majeur de santé publique. Bien sûr.
Bon, en tout cas, Sophie, merci d'avoir réagi. Je crois qu'on peut quand même, pour conclure, Vincent Hupertan, rappeler qu'aujourd'hui, donc c'est une intervention assez simple qui permet donc d'éviter les spermatozoïdes dans l'éjaculaire. Hein. Tout à fait, ça ne modifie en rien la virilité de l'homme, il est toujours aussi viril. D'ailleurs, le plaisir ne bouge pas, ne change pas, si ce n'est psychiquement, si jamais. Ouais. C'est pour ça qu'un homme qui n'a pas envie, il ne faut pas l'emmener de force faire une vasectomie. Surtout pas. Mais en même temps, on a quelques études scientifiques qui évaluent la santé sexuelle des femmes après la vasectomie et le nombre des rapports est multiplié par 1,5. La qualité orgasmique, elle est multipliée. Le plaisir, le désir. Donc, d'un côté, l'homme, il peut avoir des éléments psychologiques, ça change pas grand-chose, mais pour beaucoup de femmes, le fait que le partenaire, leur homme devient un homme, je peux l'entendre, bien sûr. À partir de là, il y a un événement elle se livre plus à lui. Donc du coup, elle est plus libérée parce qu'il n'y a plus cette idée de est-ce que j'ai oublié la pilule, est-ce que c'est le milieu du cycle, est-ce que. Donc du coup, le couple est libéré. Donc c'est un message aussi à faire passer. Voilà, donc c'est quand même. Et puis je pense qu'il y a pour beaucoup de femmes aussi, c'est un cadeau que fait l'homme, et donc du coup elles sont forcément plus amoureuses et donc plus disponibles sexuellement. Puisqu'on sait qu'une femme amoureuse est généralement plus disponible sexuellement. Donc c'est un plus finalement. Voilà, donc c'est le couple qui se perd dans la famille avec les enfants, la marmaille, les activités. Après la vasectomie, il redevient couple, une entité à part entière au sein de cette famille, parce qu'ils quand je dis souvent, ils vont se réinventer sexuellement, mais avec la maturité et la liberté par rapport à la famille. C'est un signe donc, que le couple n'a plus envie d'être parent, donc... Et il a envie de continuer à être à nouveau des amoureux, et ça, c'est fantastique. Voilà, bon, en tout cas, on a donné beaucoup d'infos, je crois, hein, et puis, dernière info, a priori, on avance sur une contraception masculine qui ne serait donc pas la vasectomie, qui pourrait convenir à tout le monde, d'ici 3-5 ans. Les études sont en cours, on est bien avancé. Il y a une technique qui est déjà validée en Inde, mais on a quelques limites sur le plan méthodologique, donc il reste encore une technique purement indienne, mais il y a des techniques aux États-Unis, deux sociétés, deux startups qui ont fait des levées de fonds assez importantes, donc ils espèrent une validation par l'association américaine, par l'agence américaine du médicament, la FDA, une commercialisation en 2027. D'accord, donc c'est surtout aux États-Unis que ça avance, en France pas tellement pour l'instant. Après c'est mondial parce que le business c'est mondial, donc une fois que c'est validé, validé aux États-Unis, on l'a vu avec le vaccin. Quand il y a une volonté politique, quand il y a de l'argent et une volonté politique, les choses peuvent aller très rapidement partout dans le monde. Bien sûr, bien sûr. Bon, merci en tout cas Vincent Hupertan. Je rappelle qu'on peut vous retrouver, on peut retrouver sur ce site vasectomieparis.fr toutes les informations que vous nous avez données durant ces 2 heures et bien d'autres. Et le podcast. Et le podcast, absolument, 1001 vasectomies. 1001 vasectomies, comme 1001 nuits, mais c'est 1001 histoires de vasectomie. Je raconte tout ce que les hommes et les femmes devraient savoir pour être pour ou contre la vasectomie, parce que, je rappelle, elle n'est pas parfaite, mais c'est une contraception parmi d'autres. Voilà, merci en tout cas de toutes ces informations. Tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir, et puis nous serons demain avec Flore Chéry. On fera un petit point aussi sur les avancées technologiques des jouets intimes. Ça bouge beaucoup aussi. On en sort des nouveaux tout le temps, et puis on verra ce que l'IA peut faire pour notre sexualité. Et peut-être que... Peut-être que... Why not? On verra. Sud Radio, votre avis fait la différence.